le régime dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il faut remonter loin dans le temps pour comprendre la naissance de notre système politique. Un peu moins quand même. 1789, la célèbre Révolution française. Affamé et excédé par un roi qui le méprise, le peuple français se révolte. C'est la fameuse prise de la Bastille. Le roi battu, les révolutionnaires prennent le pouvoir. C'est inédit dans l'histoire de France. Après plus de 1300 ans de monarchie, le peuple va décider lui-même de son organisation politique. C'est beau. Enfin, pas tant que ça. Je vous explique. Avant 1789, une nouvelle prospérité économique permet aux artisans et commerçants une ascension sociale fulgurante. Mais le pouvoir leur est toujours inaccessible. Et oui, en monarchie, le roi est seul aux commandes et le pouvoir se passe de père en fils. Pas question de partager. Mécontents de ce système, ces nouveaux riches se révoltent pour prendre le pouvoir. Ce sont les meneurs de cette révolution. La monarchie renversée, ils instaurent la démocratie made in noblesse, c'est-à-dire l'organisation d'élections au suffrage censitaire où seuls les riches peuvent voter. Pourtant, le petit peuple aura bien tenté de s'organiser pour créer ce qui lui semblait le plus juste, une véritable démocratie où l'ensemble des citoyens prennent part à la vie politique. En vain. Vous l'aurez deviné, ce qui semblait être une révolution n'est finalement que l'accession au pouvoir de la bourgeoisie. Le peuple est écarté de toute activité politique. Donc il y a eu un processus de substitution, une sorte de tour de passe-passe, dans lequel finalement cette assemblée de représentants en est venue à se penser comme le peuple lui-même. Il y a eu un processus d'identification entre la représentation et la souveraineté populaire. Mais il y a un élément aristocratique absolument évident, c'est que seule une petite fraction de la population gouverne au nom de tous les autres, et tous les autres sont clairement exclus du jeu politique. Et ça, c'est une volonté qu'ont eue les révolutionnaires anglais et américains et français à la fin du XVIIIe siècle. Du coup, on voit bien que ce système est en crise. Je pense comme Rousseau, que la démocratie représentative est une contradiction et que donc elle se retourne contre l'idée même de démocratie. Contrairement à l'abbé Sieyès, le philosophe Jean-Jacques Rousseau pense que la représentation organise une séparation entre ceux qui gouvernent, c'est-à-dire les politiciens, et le reste de la population. Il considère la représentation comme oligarchique et préfère la démocratie directe. Le peuple ne peut avoir de représentants parce qu'il est impossible de s'assurer qu'ils ne substitueront point leur volonté aux siennes et qu'ils ne forceront point les particuliers d'obéir en son nom à des ordres qu'il n'a ni donnés ni voulu donner. Malgré son analyse, la Révolution donnera naissance à la représentation. C'est bien l'abbé Sieyès qui dictera les réformes politiques. Très clairement, le vote, c'est l'élément démocratique du gouvernement représentatif. C'est celui qui fonde sa légitimité face au peuple. Puisque le vote donne véritablement le sentiment que les citoyens ont une capacité d'influence sur le pouvoir et ont une capacité de sanctionner ou de récompenser ceux qui les représentent. C'est le vote qui est le fondement du lien représentatif dans notre gouvernement représentatif. C'est pour ça que le vote est aussi important. L'acte électoral est par essence démocratique, mais si cet acte électoral est conçu comme une délégation de pouvoir à des représentants qui ensuite dirigeront sans consultation du peuple, c'est vrai que cet acte électoral est perçu comme une perte de souveraineté